pas des conflits intergénérationnels. Moi, je n'ai aucun conflit intergénérationnel. Amis de la toile, chers téléspectateurs, bienvenue sur First Media TV. Le présent est une puissante divinité, disait Goethe, et à Christine de Suède de renchérir, on doit employer dignement tous les moments de la vie, et ce jusqu'au bout. 15 août 1960, 15 août 2020, le Congo célèbre les 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. Pour en parler, nous recevons dans ce tout premier numéro de questions politiques Alain Akwala Atipote, ancien ministre des Zones économiques spéciales, acteur averti de la vie politique nationale. Avec lui, nous essayerons de savoir quelles sont les avancées, les réalisations 60 ans après. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et merci de me faire l'honneur de m'accueillir chez vous, si j'ose dire. Merci bien, nous sommes très ravis. C'est un plaisir partagé, en tout cas pour tout Congolais, de vivre ces 60 ans d'indépendance. Alors, il y a quelques jours, le président de la République venait de tenir un discours, peut-être le plus court de sa présidentielle. Quelle appréciation en faites-vous? Vous avez raison de dire que ce discours a été très bref, à la surprise générale, par rapport au fait que je crois que la majorité des Congolais s'attendaient à ce qu'il fasse quand même une sorte de bilan exhaustif des 60 ans d'indépendance. Mais je crois quand même que dans son allocution, oui, il a fait une déclinaison de tout ce que notre pays a acquis en termes de construction d'infrastructures qui ont contribué à l'unification territoriale ou physique du pays. Maintenant, dans sa politique de municipalisation accélérée. Non, avant même la politique de municipalisation accélérée. Parce qu'en fait, c'est quand même depuis les années 79. Il a fait le bilan entre ce que nous avions à l'indépendance et ce que nous avons réussi à bâtir depuis l'indépendance, que ce soit en termes d'infrastructures routières, en termes de barrages hydroélectriques, de capacité en termes d'énergie, capacité hydraulique, etc. Mais c'est vrai que, étant celui qui a mis le plus de temps au pouvoir jusqu'à ce jour, et qui a bénéficié également d'un certain nombre de booms pétroliers, comme on dit, qu'il ait pu réaliser un certain nombre de grands travaux portant sur les infrastructures et qui ont conduit justement à l'unité territoriale de notre pays. Mais sur le plan économique, on peut dire que ces investissements constituent ce qu'on appelle en économie la formation brute du capital fixe. C'est-à-dire? Et donc, c'est-à-dire que les routes, les ports, les aéroports, les barrages, etc., c'est un capital que le pays se dote. Il est fixe parce qu'il ne bouge pas, il faut l'entretenir parce qu'il peut s'amortir. Et c'est sur ce capital, à ce moment-là, qu'on arrive à bâtir le développement économique, à créer de la richesse. Avec le capital humain aussi. Bien sûr, donc à créer de la richesse. Et donc moi je crois que il est très bien placé pour savoir que la véritable unité du pays se fera lorsque nous aurons apporté, lorsque le Congo aura apporté ce qu'on peut appeler le progrès économique et social par le travail, tel qu'il a décliné dans son discours. Et je crois aussi que pour votre génération, on s'attendait à ce qu'il y ait dans ce discours une espèce de cap qu'il pouvait fixer, pas pour les 60 prochaines années, mais on peut considérer par exemple pour les 40 prochaines années, parce que le Congo aura 100 ans dans 40 ans, et on aurait pu s'attendre, espérer qu'il y ait un cap qui soit annoncé pour que nous arrivions en fait à avoir un projet, je dirais pas de société, je dirais plutôt un projet de cité et même un projet de civilisation. Mais il faut attendre, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Le Parti congolais du travail l'a désigné déjà comme candidat à l'élection présidentielle. Peut-être qu'à cette occasion, il nous réservera justement une nouvelle séquence de sa vision par rapport à notre pays.
Voilà ce que je peux dire sur cette question. En tout cas, une seconde vision par rapport à son programme qui est toujours en cours, la marche vers le développement. Justement, en parlant de notre indépendance, Monsieur le ministre, 60 ans après, quelles sont les avancées pour le Congo? Sur les 60 ans, j'ai 15 années de responsabilité gouvernementale. Donc je me sens aussi quelque part un peu comptable de ce bilan. Ce que nous avons acquis, il faut quand même dire une chose, c'est que nous sommes indépendants en 60. Bon, le président Yulu part en 63 parce qu'il y a une naissance d'une contradiction, on va dire, idéologique. Le président Yulu était ouvertement libéral. Son premier voyage qu'il fait, c'est aux États-Unis. Et puis, je crois qu'il faisait face à une autre frange de la population, ou si vous voulez, de l'élite politique qui a certainement été majoritaire, qui était beaucoup plus pour une sorte qui avait fait le choix d'une philosophie politique de gauche, s'appuyant sur le socialisme, etc. Bon, ce qui était normal, parce que lorsqu'on sortait de la colonisation, on ne pouvait pas épouser la philosophie de ceux qui ont été vos bourreaux. Et donc il s'en va. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que 5 années après, nous organisons quand même les premiers Jeux africains, en 65. 7 années après, nous sommes champions d'Afrique, en 72. Champions d'Afrique des nations en foot. Et 72, 74, champion d'Afrique des clubs champions, donc la Ligue des champions actuelle. Donc nous avions en fait, je crois, acquis de notre indépendance, les 60 ans après, en dépit des problèmes que nous avons connus, un peuple qui a une certaine vitalité, un certain état d'esprit qui est celui de la curiosité, du débat, de la liberté d'esprit, en dépit de tout ce que nous avons pu connaître comme système monolithique, etc. Bon, ce que nous avons également acquis, c'est, en dépit de tout cela, une appartenance en fait à une nation commune. Même si c'est vrai, certains acteurs politiques ont voulu surfer sur les appartenances ethniques, et d'ailleurs c'est même le principal reproche que je peux faire aux forces politiques actuelles, et notamment aux différents leaders politiques, c'est que nous avons encore dans le pays des fractions ethniques. Des acteurs politiques qui, quelque part, en fait, font la promotion d'une espèce de balkanisation ethnique du pays, parce qu'ils se satisfont d'être leaders des partis politiques qui sont des partis politiques de leur configuration ethnique, et pourtant ils ne sont peut-être pas nés dans ces partis-là du pays. C'est comme moi, je suis né à Pointe-Noire, donc vous comprenez, et je suis entre guillemets ethniquement de Gangoulou donc de Gamboma et des plateaux, mais je n'ai pas du tout cette conception, moi, de l'action politique. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Et si vous ajoutez à ça le syncrétisme religieux de certains leaders politiques qui pensent qui disent qu'ils parlent avec Dieu, qui sont un peu des messies. Et donc ça peut perturber, si vous voulez, à partir donc de l'arrivée de la démocratie et la fin du parti unique, et bien une sorte de déstructuration en fait politique du pays, culturellement également, et également, je dirais, au niveau de la culture politique des jeunes. Donc, ce que je peux également dire pour finir, c'est que nous avons à un moment donné aussi un État très jeune épousé toutes les luttes de libération. Et ça, l'Afrique et le monde nous le doivent, parce que c'est nous qui avons fait le choix, lorsque Marine Ngouabi était au pouvoir, de soutenir le MPLA, de soutenir la Namibie, le Mozambique, et de nous battre pour l'Afrique du Sud jusqu'à ce que le président Sassou arrive au pouvoir. Nous avons participé à la libération de l'Angola, et nous avons été des acteurs de premier plan lorsqu'il y a eu un pont aérien qui a été organisé entre Cuba et l'Angola à travers le Congo pour acheminer du matériel militaire, parce que les troupes sud-africaines, l'UNITA, le FLA, qui étaient pro-occidentales, étaient à 25 km de Luanda. Et ce sont, et ça vous le savez pas, et c'est important pour que nous sachions, parce que l'histoire aussi des peuples doit quand même s'appuyer sur des instants de fierté, des moments de fierté, historiques de fierté. C'est l'armée populaire nationale donc du Congo-Brazzaville qui a défendu Luanda aux côtés de MPLA et de l'armée de la Guinée de Sékou Touré, jusqu'à ce que les Cubains arrivent et qu'on puisse repousser les troupes sud-africaines, jusqu'à ce qu'il y ait la fameuse bataille de Cuito Carnavalet, où pour la première fois, les troupes angolaises, plus appuyées par les Cubains,
Et les Congolais ont battu l'armée sud-africaine. C'était la première défaite. Et c'est là que ça a enclenché tout le processus de démilitarisation de l'Afrique australe. Et ça, c'est une chose que en Angola, en Namibie, au Mozambique, en Afrique du Sud, y compris même au Cap-Vert, on reconnaît ça au Congo. Et malheureusement, cette espèce de capital historique positif que nous avons, qui peut constituer une espèce de soft power, ben nous ne l'utilisons pas sur le plan de notre diplomatie réelle, à partir, si vous voulez, des possibilités de partenariat qu'on peut avoir avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique aujourd'hui, des pays qui ont quand même progressé. Je parle de la Namibie et l'Afrique du Sud. Monsieur le ministre, je reviendrai sur l'Afrique du Sud avec la libération. Je pense que c'est aussi de l'histoire de Nelson Mandela, cette grande figure africaine avec l'abolition de l'apartheid de Peter Botha. Justement, vous avez la volonté des prouesses comme pays indépendant, mais les faiblesses. Les faiblesses, elles sont, j'allais dire, comme on le dit dans les entreprises, elles sont managériales. Elles sont managériales parce que, vous savez, Yulu arrive au pouvoir en 60, donc le produit intérieur brut du Congo, c'est-à-dire la richesse créée par l'économie congolaise, est de 130 millions de dollars pour à peu près 1 million d'habitants. Bien. Et en 2019, si vous regardez les chiffres, pour une population de 5 millions d'habitants, notre produit intérieur brut est de près de 11 milliards de dollars. Et de 60 à aujourd'hui, les disparités sociales persistent. L'accès des populations aux services sociaux de base, l'eau, l'électricité, le téléphone, etc., demeure encore un défi. La situation générale de la qualité des soins a baissé. L'hôpital général, héritage donc de la colonisation française, à un moment donné, lorsqu'il devient le CHU de Brazzaville, nous recevions ici des malades qui quittaient la Centrafrique, le Tchad, Kinshasa, qui venaient se soigner chez nous. À cette époque-là, on pouvait aller à l'hôpital, se faire hospitaliser, sans chercher à débourser quoi à acheter des médicaments. Il y avait une buanderie, il y avait un service de restauration. Voilà, un service de restauration qui était impeccable. Et ça, nous n'étions pas aussi riches qu'aujourd'hui. On peut aussi relever le fait qu'il y a une chose que nous n'avons pas réussi à faire, c'est créer de la richesse et de l'emploi. Nous n'avons pas réussi à donner ce que ce pays aurait pu donner à chaque citoyen comme possibilité d'épanouissement. Et ce qui fait que il y a des gens de ma génération qui n'ont jamais travaillé. Mais moi-même, je ne suis pas un fonctionnaire. Je rentre de France après avoir fait mes études et travailler en France pour créer ma société. Et donc la politique me rattrape en chemin. Donc j'aurais pu rester aussi comme ça, comme mes autres amis d'enfance, diplômés, et bien sans avoir pu travailler. Et j'ai 61 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me crève le cœur. Et ayant été moi-même en responsabilité, je peux vous dire que j'ai touché du doigt le potentiel économique réel de ce pays, qui est capable de créer en termes de richesse, en termes de production industrielle, je vous assure, avec une économie diversifiée, 5 milliards de dollars par an. Donc lorsque le président Lissouba avait dit qu'il va faire du Congo la petite Suisse, moi à l'époque, j'étais, bon... C'était pas du tout une vue d'esprit. J'étais dans le scepticisme. Effectivement, lorsqu'on n'est pas en responsable, on dit, mais lorsqu'on a l'impression que nous sommes par déterminisme géographique condamnés à vivre dans des pays qui ne connaîtront pas le développement, malgré tous les efforts qu'on peut faire individuellement, parce qu'on a le sentiment que l'État ne met pas en place des politiques de développement qui peuvent te permettre à toi, jeune créateur d'entreprise, parce que c'est ce que j'étais à l'époque, de trouver ma voie. Vous vous dites, c'est pas possible, il raconte des histoires. Mais moi aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait au niveau des zones économiques spéciales, où j'ai donné 8 ans de ma vie, et ça c'est un regret que j'aurai toute ma vie, qu'on n'ait pas pu démarrer ce processus, eh bien notre économie
peut créer en termes de richesse 5 milliards de dollars par an. Alors si vous constatez, si vous faites un comparatif avec la dette globale du Congo aujourd'hui, qui est d'à peu près de 8 milliards à 9 milliards de dollars, ça vous donne une idée de la capacité économique de ce pays. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? C'est ça la vraie. Une certaine opinion, monsieur le ministre, pense que c'est plutôt des conflits intergénérationnels. Non, ce ne sont pas des conflits intergénérationnels. Moi, je n'ai qu'un conflit intergénérationnel. Sinon des conflits politiques alors? Alors, ce sont des conflits politiques. C'est-à-dire, toute notre vie politique, dès 1963, il y a une révolution. Moi, j'ai 4 ans. Dans la rue Mbaka, numéro 66, parcelle familiale de ma grand-mère. J'ai 4 ans, je vois une foule passer en chantant « Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau » au Pangoté témoin Congo. Bon. Et il se retrouve sur la rue Luango, je crois, Bakongo, et brûle la résidence d'un ministre qui s'appelait Okomba Faustin, le père de madame Ndengue. Après, reviennent sur la rue Mbaka, vont brûler la résidence de M. Apollinaire Bazinga, qui était ministre de l'Information. J'ai 4 ans quand je vois ça. Donc vous avez pour l'imaginaire de l'enfant de 4 ans que j'étais, la politique était synonyme de violence. Et ça nous a poursuivis. Sous Marie Ngouabi, 65, lorsqu'il y a les Jeux africains se déroulent ici sous la psychose d'une attaque terroriste déjà à l'époque de Bernard Bakana Kolela, qui était en exil et considéré pro-américain parce qu'il était contre le régime communiste du Congo. Et Denis Sassou Nguesso, à l'époque certainement jeune sous-lieutenant, sous-officier, a fait partie des soldats, des militaires qui passaient les nuits dans la forêt, parce que le stade n'était pas comme il est aujourd'hui, hein. Donc il y avait une forêt pour surveiller les travaux. Ben voilà, poursuivre les travaux jusqu'à ce que les Jeux se fassent. Marie Ngouabi arrive au pouvoir, Marie Ngouabi en 9 ans, on a passé notre temps qu'à avoir des coups d'État, etc. Et pourtant, sous Marie Ngouabi, on a eu un premier boom pétrolier qui était d'à peu près 21 milliards de francs CFA à l'époque. Et il y a eu quelque chose qui avait été fait, c'était la subvention des produits pharmaceutiques. Donc, vous avez une ordonnance qui coûtait par exemple 5 000 francs, vous allez dans une pharmacie, grâce à cette subvention, vous payez 2 500. Mais lorsque cette nouvelle a traversé le fleuve, eh bien, un certain nombre de compatriotes, oui, il faut le dire ainsi, de Kinshasa, venaient maintenant pour acheter des médicaments à foison. Bon, après, on a connu une certaine désillusion. On a eu un autre boom pétrolier dans les années 82, 3, 4, 5, 6. Ensuite, premier programme d'ajustement structurel, parce que les cours ont baissé, mais ça a permis quand même au pays de se doter d'une certaine base infrastructurelle. Et c'est même là d'ailleurs, dans la vision du parti unique de l'époque, le PCT, on avait fait le choix du département de la Bouenza comme un département pilote. On construit Mukukulu, on y emmène l'électricité parce qu'il y a les fameuses chutes. Ensuite, la Bouenza, c'est un département, à l'époque on disait région, qui avait un potentiel agricole très important, un potentiel d'élevage très important, un potentiel minéral, si j'ose dire, très important. Et donc voici les 3 secteurs qui ont favorisé que Mukukulu naisse, donc on apporte l'électricité au département donc, de la Bouenza, plus les routes, pour faire émerger justement cette économie. Il y avait quand même eu les prémices, hein, notamment sur le plan de l'élevage. Il y avait un cheptel considérable là-bas, mais que lorsque, il faut le dire, hein, c'est l'histoire, Frédéric Binsamou alias Ntoumi, dans sa croisade, a décimé tout le cheptel hein, qu'il y avait dans cette partie-là du pays. Donc il y avait quand même une espèce de vision. Mais malheureusement, les cours du baril ont chuté. Nous nous retrouvons en 93, nouvelle guerre civile, 97, la pire de toutes, 98, ça se poursuit. Moi-même, à l'époque, après 98, avant 98 et juste après, fin 97, 98, je travaillais moi pour les chemins de fer, pour le CFCO. Quand il y a eu un partenariat, pour être clair, un partenariat entre Rail Afrique International et le CFCO pour la reprise du CFCO après la guerre de 97 pour relancer l'économie nationale. Donc en tant que consultant en communication, j'avais un contrat. Le 18 décembre arrive, il y a la guerre et tous les ponts sont détruits.
Vous voyez? Et tous les ponts sont détruits. Et moi, je me suis retrouvé récupéré par la Société nationale des chemins de fer français à l'international, qui était venue pour reconstruire les 5 viaducs qui ont été détruits. Donc quand vous détruisez et vous reconstruisez, mais c'est une espèce d'éternel recommencement. Et lorsqu'on reconstruit, ça coûte beaucoup plus cher que ça a été construit auparavant. Donc moi j'étais sur le pont de Bodissa, les 2 ponts de l'UTT, Lulombo, Kingoyi, où on a été attaqué par les ninjas. J'ai passé des nuits dehors, j'ai parlé avec les Nsiloulou, j'ai parlé avec les Kokoy, etc. Mais en fait, c'était des jeunes qui étaient désœuvrés et qu'on emmenait comme ça dans une espèce d'obscurantisme ethnique. Et donc, lorsque nous sommes dans un perpétuel cycle de querelles, on détruit, on reconstruit, de querelles, on se bat, après on se réconcilie, et ça fait prendre du retard. Parce que les autres nations avancent, les enfants qui ont vu le jour en 97, aujourd'hui sont des adultes, d'autres font des enfants, la population croît et malheureusement en face, l'État n'arrive pas à suivre cette évolution en termes d'offres, de perspectives, hein, à la fois de scolarisation, de formation et professionnelle. Donc le vrai problème, c'est justement cette idée des querelles incessantes. Et c'est ça qu'il faut que ça s'arrête. Au-delà du politique, est-ce que le peuple congolais est-il à ce jour, 60 ans d'indépendance, mature? La lecture que vous en faites? Tous les peuples sont matures. On ne peut pas qualifier d'un peuple d'immature. Un peuple est mature dès lors que, vous savez, vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, vous voulez vous occuper de votre famille. Et pour vous occuper de votre famille, c'est quoi il vous faut? Du travail. Il faut une occupation qui, économiquement, vous permette de subvenir aux besoins de votre famille. Donc, vous êtes déjà mature. Bon, lorsque vous avez 16 ans, que vous rentrez au lycée, même en 6e, vous commencez déjà à avoir un rêve sur le travail que vous ferez. Je sais que tous les jeunes élèves, collégiens, lycéens, nous sommes tous passés par là, à un moment donné, on a un rêve professionnel. Mais est-ce qu'en face, votre pays vous offre cette possibilité de réaliser ce rêve professionnel? Non. Donc, pour ce gosse qui est en 6e, mais il est déjà mature par rapport à son âge, par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'il espère être dans la vie. Donc, tous les peuples sont matures. Mais c'est plutôt les dirigeants qui, dans une espèce de contrat social qu'ils ont avec les populations, sont souvent défaillants. Parce que la démocratie, c'est une dialectique entre le peuple et ceux qui sont censés le diriger. Donc ceux qui dirigent le peuple savent que leur pouvoir provient du peuple. Mais en Afrique, généralement, dans nos pays, une fois qu'on a atteint, si vous voulez, la plénitude de l'exercice du pouvoir, on oublie souvent que c'est grâce au peuple que vous êtes là. Et on attend la prochaine élection ou les prochaines élections pour à nouveau, voilà. En revenant sur ce cycle de querelles politiques, le président Sassou prend souvent la paix. Et actuellement, avec l'évolution des institutions, 60 ans après, il a été créé un Conseil national pour la paix, pour le dialogue. Oui. Est-ce que le dialogue, est-ce une réalité ou juste un slogan? D'abord, je pense que le Conseil national du dialogue, il faut le mettre à l'actif du génie congolais. Parce que de 59 jusqu'en 98 et au-delà, tous les conflits que nous avons eus se sont plus ou moins solutionnés parce que les acteurs ont décidé de dialoguer, de transcender leurs divergences. Et je crois qu'avec le recul de l'histoire, les acteurs politiques du Congo, notamment le président et bien entendu tous les autres membres, je crois, de l'élite politique du Congo, ont estimé que, fort de cette expérience, au lieu de dialoguer lorsque, après, comment dirais-je, s'être battu, essayons d'anticiper, d'identifier nos problèmes et de dialoguer, trouver des solutions
dans l'apaisement, dans la responsabilité, dans le consensus, pour ne pas arriver à la catastrophe, parce que nous savons, nous sommes tous conscients du prix que nous avons, comment dirais-je, payé. Et aussi, ce Conseil national du dialogue, je crois, trouve aussi son inspiration dans notre diplomatie traditionnelle, où nous avons le Mbongi, le Kanza, etc. Okay. Et d'ailleurs, j'ai été invité au Quai d'Orsay en mars dernier, donc, où j'ai rencontré le directeur Afrique et l'océan Indien, M. Rémi Maréchaux, qui voulaient comprendre effectivement quel était le rôle de ce Conseil national du dialogue, qu'ils considèrent eux comme une innovation constitutionnelle. Parce que tous les pays d'Afrique francophone, après le discours de la Baule, lorsque ces pays ont enclenché des processus de démocratisation à travers les conférences nationales, eh bien on s'est retrouvé partout dans des troubles, sauf le Sénégal et le Bénin à l'époque. Mais le Bénin nous a un peu rejoints, si j'ose dire. Donc pour eux, ils voulaient comprendre un peu, peut-être que ça peut être une innovation qu'on peut, comment dirais-je, inspirer aux autres pays africains de dialoguer selon les traditions africaines avant d'arriver au clash. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. 60 ans après, le Congo. Oui. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution des institutions, en commençant par la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle? 60 ans après, quelle évolution? 60 ans après, nous avons une évolution qui a été inspirée par l'ex-colonie, probablement ici par notre ambition de voir nous doter le pays d'institutions qui soient fortes. Et donc c'est encore un processus. Vous voyez, la dernière constitution qui pourtant a été contestée par, c'est leur droit, hein, une partie du pays. Moi, j'ai plaidé pour ce changement de la Constitution. J'ai même été jusqu'à rencontrer Mme Hélène Le Gall, qui était conseillère Afrique de François Hollande, pour lui expliquer pourquoi nous étions pour le changement de la Constitution, a quand même apporté une innovation que je considère, je crois, la plus importante de ces 60 dernières années, c'est la mise en place du Conseil national du dialogue, qui pourra demain devenir, si vous voulez, cette espèce de centre de gravité de la construction de la culture démocratique, parce que la démocratie, c'est pas uniquement faire des élections, la démocratie, c'est pas uniquement parler à U et à Dia, la démocratie, c'est pas dire tout n'importe quoi, non. La démocratie, c'est d'abord avoir une culture de tolérance, une culture du débat, une culture du respect de l'autre, du respect des idées de l'autre, et une espèce de, j'allais dire, d'élégance intellectuelle. En démocratie, vous êtes, entre guillemets, contradictoirement adversaires, mais vous n'êtes pas des ennemis jusqu'à en vouloir la mort des uns et des autres. Donc ça veut dire que la culture démocratique dans notre pays a encore du chemin à faire. Et puis, il faut aussi savoir aussi une chose qui est importante, c'est que la démocratie, elle ne peut exister que si les habitants d'un pays sont conscients qu'ils sont citoyens de ce pays. Mais comment devient-on citoyen de ce pays? Pour devenir citoyen du pays, il faut avoir une espèce de libre arbitre. Ce libre arbitre vient de quoi? Mais vient du fait que vous, aujourd'hui, par rapport à la profession que vous faites, si vous avez sur le marché politique national des acteurs politiques qui ambitionnent diriger le pays, qui dans leur offre politique, vous reconnaissez en tant qu'ingénieur, architecte, avocat, médecin, etc., journaliste, ainsi de suite, vous allez faire votre choix. Il faut arriver à construire la citoyenneté. Et la citoyenneté ne peut se construire que s'il y a quelque part un soubassement économique qui permet à chacun de disposer de son libre arbitre et de devenir un citoyen, de faire son choix par rapport au fait qu'il appartient à une catégorie socio-professionnelle et donc il considère que tel homme politique, dans son offre politique, correspond ou a des idées, des axes de réflexion au travers desquels je me reconnais. Sinon, on va assister à quoi? À un pays qui ne se construira jamais. Je veux bien que l'appartenance ethnique ou la diversité ethnique de notre pays soit vue comme une richesse qui s'exprimerait à travers la culture, à travers l'écriture, à travers la musique. Mais on ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, il y ait des acteurs politiques qui fassent de l'appartenance ethnique eh bien, le substrat sur lequel ils vont construire une ambition politique.
Voilà pourquoi, pour terminer, voilà pourquoi vous constaterez que nous avons des acteurs politiques qui ont des partis politiques où ils peuvent tenir toute une réunion dans un même dialecte. Ça, c'est pas un parti, c'est une espèce de secte. Bon, vous avez des individus qui apparaissent, disent qu'ils sont chefs de tel parti, mais que vous regardez leur assise, elles n'existent pas. Ils peuvent même tenir une réunion dans une cabine téléphonique. Donc, il y a encore des choses à faire de ce point de vue-là. L'actualité oblige. Vous avez tweeté il n'y a pas très longtemps une idée assez extra. C'est vrai que ça défraie un peu la chronique. La construction d'un canal sur le fleuve Congo. Oui. Alors, parlant de diplomatie et d'innovation, l'ouverture du Congo vers l'international, sinon sur le plan continental. C'est vrai. Alors, c'est pas une idée farfelue. Hein. C'est en cela que je remercie le président Sassou Nguesso. 15 ans au gouvernement, j'ai été ministre de la communication, mais aux zones économiques spéciales, c'est là que j'ai entrevu le Congo de demain. J'ai entrevu le Congo de demain. Sincèrement, merci vraiment au président Sassou parce que ça va me servir de carburant pour l'avenir. Pas pour moi, mais pour vous, pour votre génération. Vous devez savoir que lorsque je me retrouve aux zones économiques, le président Sassou m'envoie à l'île Maurice, ensuite à Singapour. À l'île Maurice, par le truchement du premier ministre de l'île Maurice, on me présente à Paul Romer. Paul Romer a eu le Nobel d'économie en 2018, prix Nobel d'économie. Il travaillait pour l'économie mauricienne, il travaillait pour le London School of Economy, il a été au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale, je crois. Et donc cet homme vient ici. Je le rencontre à Paris, il vient ici, et nous faisons à la quasi-totalité du pays. Oyo-Lombo, Brazzaville et Pointe-Noire. Dans le sens de mener des investigations? Pour voir de manière empirique, avant que nous engagions la phase des études de faisabilité. Donc de manière empirique, on s'est rendu jusqu'à Madingoukai. Et on a analysé la position géoéconomique et géostratégique du Congo. Port en eau profonde, le sol du golfe de Guinée. Bien. Il va, à travers le chemin de fer, conçu par l'époque coloniale, par le colon, et si vous regardez la planisphère ou la carte de tous les chemins de fer du monde, vous verrez que notre chemin de fer est quasiment le seul qui part d'un port en eau profonde, l'océan Atlantique, et qui donne sur le deuxième fleuve le plus puissant du monde, et qui, à l'époque de l'AEF, donc Afrique équatoriale française, on avait vu cela comme étant la porte d'entrée et de sortie de tous les pays qui étaient sous influence française. Congo, pays de transit. Exact. Maintenant, dans une projection du XXIe siècle, par rapport à la globalisation de l'économie planétaire, et donc l'Afrique doit forcément emboîter le pas, et on a étudié que de l'autre côté de la rive, en face donc, du fleuve Congo, bien, nous avons la RDC qui n'a pas de port en eau profonde. Nous avons un pays donc semi-enclavé. Nous avons le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous des pays enclavés. Et donc, quelle pourrait être la voie d'entrée et de sortie? Eh bien, c'est Pointe-Noire, dans une vision d'intégration de l'économie africaine. Voilà. Et donc, face au coût de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, et ces réhabilitations, se faisant, allaient forcément handicaper, empiéter sur la circulation des hommes, des biens et des marchandises. D'accord? Ensuite, c'est un chemin de fer qui a été construit dans les années 24, je crois. Et puis, son écartement date de Mathusalem. Donc, si on veut bâtir le Congo du XXIe siècle, eh bien, il faut faire de cette ligne, il faut la réhabiliter complètement, la rénover complètement, la mettre aux normes internationales et en faire justement une ligne, si vous voulez, de train à grande vitesse. Je crois qu'en 2006, il y avait un projet comme ça avec les États-Unis. Bon, on ne sait pas pourquoi ça a capoté. Donc pour cela, comment faire pour faire le transport des marchandises pour tous ces pays? Et le transport fluvial et maritime, en fait, c'est le transport qui coûte le moins cher au monde. Et quand on voit l'ensemble des cours d'eau que le Congo a avec le fleuve Congo, eh bien, il est possible effectivement de faire ce canal, dans un
peu plus tard, on pourra peut-être approfondir si l'idée retient l'attention du pays, etc. Les études peuvent être engagées pour qu'on puisse faire en sorte que sur certains tronçons de ce canal, on accède à d'autres cours d'eau, à d'autres fleuves, et qui pourraient faire en sorte que l'arrivée se fasse du côté de Madingoukaï. Et à Madingoukaï, on pourra à ce moment-là construire un nouveau port. Voilà l'idée. Et ça favoriserait quoi? Mais c'est un projet de civilisation. Déjà, les zones économiques spéciales, telles que l'avait pensé le président, c'était en réalité construire de nouvelles villes autour d'activités industrielles et faire une intégration nationale par le travail. C'est-à-dire qu'un Congolais, un jeune Congolais, dont les parents, parce qu'ils sont tous nés quasiment en ville, dont les parents seraient pas, par exemple de Ouesso, mais pour aller travailler à Pointe-Noire sans problème, construire sa vie, rencontrer l'amour, avoir sa maison, etc. et mourir, se faire enterrer à Pointe-Noire, comme cela se fait aux États-Unis, en France, en Europe et tout ça. On n'est plus accroché au village d'où on vient, comprenez? Donc ça, c'est le Congo du XXIe siècle. Donc, ce canal ferait que l'on pourra partir de l'extrême nord du pays jusqu'à Brazzaville et continuer jusqu'à Pointe-Noire, sans pour autant qu'il y ait cette espèce de cloisonnement ethnique, psychologique, nord, sud, Lari, Mboshi, etc. Ce sont des bêtises, pardonnez-moi de le dire ainsi. On ne pourra jamais construire un pays de cette manière-là. Alors, pour briser cela, parce que certains acteurs politiques utilisent cela comme terreau sur lequel ils construisent leur existence politique, mais au détriment du pays, parce que ça n'a jamais permis le développement du pays. Et bien, pour briser cela, il faut bien que le citoyen qui vit à Ouesso soit capable d'arriver à Pointe-Noire sans problème, parce que nous avons encore dans le pays des gens qui considèrent que au-delà du CCF, c'est l'étranger. Voilà. Moi, j'ai, à travers l'association Force Citoyenne que j'avais créée, on va parler de ça, mais j'avais pris des jeunes de Bas-Congo que j'ai emmenés à Gamboma par la route. On parlera peut-être très prochainement. Et certains s'étonnaient qu'ils n'avaient pas ils ne connaissaient même pas État Tolo. Mais comment voulez-vous construire un pays? Et la même chose pour des gens que j'ai pris de Gamboma pour les emmener à Dolisie. J'ai pris l'avion, ils sont à Dolisie. Ah, c'est ici chez le président Lissouba. Ce n'est pas l'opposition, ce sont des bêtises. Et ça, moi, quelqu'un de ma génération qui a vu le jour à Pointe-Noire, qui a été à l'école pour la première fois, à Mvouti, qui a vécu à Mindouli, à Kinkala, à Evo, parce que mon père était sous-préfet. Ensuite, en Israël, parce que mon père a représenté le Congo en Israël. Et je suis deux poteaux dans mon ADN. Mais ces choses-là me paraissent, mais alors, c'est-à-dire, c'est ahurissant. Donc, pour votre génération, pour briser cela, voilà pourquoi il y a cette idée de ce canal qui non seulement fera que le Congo ait sa véritable compétitivité économique, exploite véritablement son avantage concurrentiel économique en Afrique et dans le monde. Et en même temps, ça va permettre que votre génération, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, vont avoir un projet fédérateur d'énergie qui pourra susciter des rêves, pourra permettre justement aux jeunes de se dire « Ah, notre pays, il y a de l'espoir. Il n'y a pas plus dangereux qu'une jeunesse qui n'a plus d'espoir. » Ça donne les Kuluna, ça donne les ninjas, ça donne les cobras, ça donne les kokoïs, ainsi de suite, et ça donne le Mali. En tout cas, le Congo, 60 ans après, devrait devenir une nation, c'est là votre souhait. Oui. Et aussi, il faut vraiment diversifier son économie. Oui. Pour que demain, il joue pleinement son rôle sur le plan continental, oui, même à l'international. Oui. Alors, au-delà du ministre, de l'acteur politique que vous êtes, autant que patriote, les perspectives pour le Congo, comment vous les voyez? Écoutez, les perspectives pour le Congo, je ne vais pas faire dans l'optimisme béat. Je crois que jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à construire un État fort, juste et impartial, qui garantisse l'égalité des chances pour tous les citoyens, favorise un certain élitisme républicain. Donc, je ne vais pas être dans des incantations. Je crois que nous allons nous retrouver plus qu'à la croisée des chemins dans 7 mois, à peu près, à l'élection présidentielle. Donc, tous ceux qui seront les candidats à l'élection présidentielle doivent prendre conscience que nous allons nous retrouver
dans un moment historiquement clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui avaient 20 ans le jour de l'indépendance ont aujourd'hui 80 ans. Moi qui ai vu le jour une année avant justement l'indépendance, j'ai 61 ans aujourd'hui. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui auront 80 ans dans 60 ans. Et vous qui avez autour de 30 ans, 35, 40 ans, ben vous voyez à peu près dans quelle eau vous vous retrouverez en termes de citoyenneté, mais surtout de responsabilité. Donc, il faut une éthique de la responsabilité. Il faut que vous ayez une éthique de la responsabilité. Il faut que ceux qui vont être demain candidats à l'élection présidentielle prennent conscience que c'est une période, j'allais dire, charnière, de transmission de témoins. Et il faut transmettre ce témoin dans un pays apaisé, dans un pays calme, mais qui doit se retrouver dans une perspective d'évolution. J'espère qu'à travers les programmes que nous découvrirons, nous retrouverons cela. Sinon, à titre personnel, je suis à la fois, comment dirais-je, comment dire, j'ai un sentiment de culpabilité. Parce que j'étais 15 ans au gouvernement, 8 ans ministre des Zones économiques spéciales, où j'ai donné 8 ans de ma vie, au jour le jour. Eh bien, je regrette profondément que je n'ai pas pu démarrer ce projet qui a suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir, surtout auprès des jeunes, à tel point que des dossiers étaient déposés directement à mon bureau. Jusqu'à ce que je quitte le gouvernement, il y avait à peu près 1500 jeunes qui venaient déposer leurs dossiers de manière informelle, inattendue. Et ça me fait mal. Ces 1500 jeunes dont les espoirs ont été détruits. Ils ont cru au travail que je faisais. Et puis un jour, ça s'est arrêté. La relève, si vous voulez, le relais a été pris. Monsieur Alain Akwala Atipol, avec tous ces remords, oui, ainsi que cet engouement de jeunes, parce qu'on sait que vous êtes un homme à plusieurs casquettes, à la fois politique mais aussi très culturel, et même un homme social, si à ce jour, on vous demandait d'être candidat à la présidentielle, ça vous tenterait? Non, parce que j'aurai mon candidat. J'aurai mon candidat. Donc, si on me demande d'être candidat à l'élection présidentielle, je dirais plutôt voter pour mon candidat. Voilà. Mais les remords, c'est normal. C'est normal parce que, petit Nanaï, moi aussi j'ai été jeune. Moi aussi j'ai connu l'impasse. J'ai connu l'interrogation. Petit. Moi je suis en France à 19 ans. Mais 19 ans, je vais le dire en lingala. Nasa li Kwangola petit. Li Kwangola. Sentinelle. Je faisais des rondes de 45 minutes. En hiver, température moins 15 degrés. À Nancy, Atlas. Ceux qui sont à Nancy connaissent le site. Mais tu es tout seul. Tu te dis, mais que vais-je devenir? Vous avez la ronde petit mami c'est Obima parce que vous connaissez le monde. Et à ce moment-là, tu aurais aimé qu'à un moment donné, que quelqu'un te tende la main. Comme de nombreux jeunes. Mais il n'y a personne qui te tend la main. Tu finis de travailler, tu rentres au foyer, tu prends ta douche, tu vas à la fac. Mais tellement que tu travailles, tu dois donner à manger aux chiens, etc. Cette odeur te prend dans le cerveau. Et tu as l'impression que tu as cette odeur en toi, que tu la transportes. Et donc tu te parfumes. Mais bien qu'en te parfumant, tu as cette odeur qui t'est ancrée dans ton cerveau. Et quand tu es en cours, tu as peur. Tu te dis, est-ce que le copain qui est assis à côté de moi ne sent pas cette odeur? Ça devient une piscose alors. Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans ton cerveau. Les dimensions olfactives de ton cerveau. Mais il n'y a personne. Tu manges grâce aux Maliens, tu manges grâce aux Ivoiriens, tu manges grâce... Voilà. Donc moi j'ai souffert. Mais je me dis, heureusement que je m'en suis un peu sorti. Mais quand je décide de revenir au pays,
C'est le jour où il y a le fameux vrai ou faux coup d'état de Mokoko. Il y a des amis qui ont dit, bah, Alain, tu es fou, tu repars dans ce... Je dis, moi j'ai atteint 30 ans, je dois rentrer. Mais ils sont restés en France. Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour les faire revenir. Alors donc, comme on dit, Mozuya Passi, Aïbaga Passi Abaninga. Donc je peux comprendre cette espèce d'attachement que les nouvelles générations ont vis-à-vis de ma personne, mais parce que j'en ai bavé. J'en ai bavé. À Poto-Poto, vous mangez grâce aux amis. Vous portez des vêtements des autres. Parce qu'à un moment donné, la vie fait que votre père devient malade, la vie change et vous commencez à souffrir. Mozuya Passi, Aïbaka Passi, Abaninga, héritier Itélé. Hein, BCBG. Vous voyez bien noté. Héritier Itélé. Yonde Mouida Bruxelles, yo yo yo, papa. Donc ça veut dire que... On est rattrapé par le temps. Voilà, ça veut dire que j'ai mes convictions. Et mes convictions, si je les retrouve à travers des acteurs politiques qui veulent diriger le pays, il n'y a pas de problème. Donc les jeunes suivront, entre guillemets, le candidat pour qui j'opterai. Voilà donc 60 ans d'indépendance pour la République du Congo, toujours à la croisée des chemins, avec presque les mêmes défis. Nous venons là de recueillir les convictions d'Alain Akwala-Tipot, ancien ministre des Zones économiques spéciales, qui y croit et que le meilleur, c'est peut-être demain pour le Congo. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Pas des conflits intergénérationnels. Moi, je n'ai aucun conflit intergénérationnel.